statut juridique, comment faire le bon choix? Oui, c'est une vraie question. Je te laisse, David. Merci beaucoup pour ton intervention ce matin. Merci Eric. Donc, bien, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour 2022. Plein de lumière, plein de joie, on en a bien besoin en ce moment. Je ne vous garantis pas en 1h30 de vous apporter une grande joie compte tenu du sujet et de l'aridité du sujet qu'on m'a demandé de bien vouloir traiter, mais on va essayer de faire ça avec le plus de légèreté possible, malgré le sujet. Et d'ailleurs, alors, je me présenterai très rapidement. Je suis expert comptable. Nous sommes le cabinet Enodia qui est basé à Courbevoie, donc on est vraiment sur place. Et donc, on intervient très, très rapidement sur l'ensemble des domaines et d'accompagnement d'une TPE, d'une PME, sur les registres comptables, financiers, fiscaux, juridiques, sociaux, etc. etc. Voilà. Donc, le sens ce matin, je me suis demandé en 1h30… Oui, c'est dense. Ouais. Pardon ? C'est dense. Oui, comment 1h30 aborder le sujet. Et je me suis dit que vous abreuvez de tableaux, parce que cet atelier, je l'ai déjà fait sur un format plus long. Alors, je ne sais plus si c'était une demi-journée ou une journée. Bon, on a vraiment le temps de descendre tous les régimes et les comparatifs, etc. Je me suis dit que vous abreuvez de tableaux, finalement, n'était pas forcément la meilleure solution, parce que finalement, vous allez être vite… voilà, ça peut être extrêmement technique. Et puis finalement, vous ne voyez pas forcément réellement quels sont les critères de choix. Or, l'enjeu pour vous, c'est de trouver les bons drivers. Enfin, qu'est-ce qui fait que vous allez plutôt partir sur un choix, sur un statut plutôt qu'un autre? Donc, il faut faire des choix. Donc, j'ai pris le parti pris d'aborder le sujet un peu différemment. Et c'est ce que je vous propose ce matin. Mais avant de démarrer, je trouve que c'est intéressant de reprendre un peu quelques stats. Alors, je vais juste bouger le bandeau qui est en bas si j'y arrive. J'en profite, David, pour abonder dans ton sens. Donc là, on est effectivement sur un atelier qui va balayer assez largement, on va dire, tout ça. Maintenant, comme on le fait régulièrement, on déclenche aussi des petits groupes de travail pour approfondir le sujet. Donc, ce qu'on fait avec David et d'autres. Donc, ça sera mis en place, bien évidemment, s'il y a des demandes dans ce sens pour vraiment creuser le sujet. On fait des petits groupes de travail de 8 personnes, ce qui permet de descendre un peu plus sur le sujet. Voilà. Parenthèse fermée. Et là, ce sont les statistiques 2020. Alors, c'est intéressant. Donc, bon, on n'a pas celle de 2021, vous le comprenez bien, mais c'est que malgré le Covid, en 2020, on est encore sur un record du nombre de créations d'entreprises, donc 848 000 créations, donc plus 4% par rapport à 2019. On s'attendait qu'en 2020, il y a plutôt une baisse. Alors, il y a eu un effondrement, évidemment, au début de la crise, et puis c'est reparti très, très fortement en fin d'année. Bon, sachant que la réalité est que sont beaucoup les statuts de micro-entreprises qui sont privilégiés. Les créations de sociétés sont plutôt stables et les entreprises individuelles classiques plutôt en baisse. Bon, ça c'est un point. Alors, en termes de stats, ce n'est pas non plus inintéressant. L'âge moyen du créateur aujourd'hui, c'est 36 ans. 39% de femmes aujourd'hui créent leur propre entreprise. Et vous avez aussi en haut à droite la répartition dans les secteurs qui sont les plus portés aujourd'hui, savoir notamment le transport, l'entreposage, le commerce, l'immobilier et d'autres secteurs de services qu'on peut bien comprendre qui ont plutôt été durement touchés. J'ai indiqué aussi ce slide, c'est intéressant, je trouve, de regarder la progression sur 10 ans. Depuis, comment se répartissent les créations d'entreprises au sens large. Et donc, ce que l'on constate, c'est plutôt une certaine stabilité du nombre de créations de sociétés globalement, qui est la barre jaune. Comment dire, à contrario, une forte augmentation en contribution de ce fameux régime de la micro-entreprise, alors que les entreprises individuelles restent plutôt assez stables. Alors, j'en parle maintenant parce que l'objet ce matin, qu'on soit clair, ne va pas être d'aborder la micro-entreprise de façon particulière, parce que, alors, nous, en tant qu'experts comptables, je pourrais sans aucun problème vous en poser les grands principes, mais on travaille et on accompagne avant tout en gestion et en optimisation des dirigeants qui se créent leur société et qui ont besoin d'un tel accompagnement. Donc, les véritables questions, et c'est celle-ci plutôt que je vais aborder ce matin, ce sont les choix sur les sociétés de capitaux, de personnes qui peuvent être créées dans le cadre du lancement d'un projet. Alors,
peut-être un point d'ailleurs, alors je parle de bataille SAS, SARL, alors je vais rentrer tout de suite dans le très concret, hein, volontairement, et après, si vous le souhaitez, vous pourrez poser des questions, je pourrais vous montrer des tableaux comparatifs, mais je me suis dit finalement, la meilleure façon, c'est de rentrer tout de suite dans les questions qui sont les plus couramment posées, et la question qui nous est souvent soumise, c'est dois-je faire une SAS, anciennement la SA, une SASU quand je suis seul, ou est-ce que je fais une SARL? Bon, c'est quand même c'est une question fondamentale. Alors, il faut regarder que en 2020, la SAS est la forme juridique la plus utilisée, 67% des immatriculations contre 31% pour les SARL. Et on peut se demander évidemment pourquoi. En première approche, on peut se dire que c'est un statut qui est plus avantageux, qui est plus intéressant. Et les premières raisons évidentes qui apparaissent dans le choix d'une SAS, il y a eu un alignement des seuils de recours au commissaire aux comptes. Alors, sans rentrer dans le détail, il y avait des seuils qui étaient différents dans le passé, qui étaient d'ailleurs assez difficiles à comprendre. C'est le fruit de l'histoire, hein. Et donc, évidemment, les SAS étaient privilégiés et certains voyaient l'intérêt de ne pas avoir le surcoût du commissaire aux comptes, évidemment. Il y a une raison très classique qui est sur le versement de dividendes en SAS qui n'est pas soumis à cotisation pour le dirigeant, donc en tant que versement à une personne physique, alors qu'en SAS, lorsqu'on dépasse 10% du capital tamponné éventuellement par des comptes courants, ils sont soumis à cotisation sociale. Donc, c'est un élément fort en avantage de cette SAS. Et puis, il y a la souplesse de la gestion. Et donc, ça peut être des raisons qu'on évoque de façon extrêmement classique, mais en réalité, le choix est bien plus complexe que cela. Et c'est vraiment une approche qu'on peut appeler à 360 degrés qu'il faut balayer et qui peut vous permettre de faire le bon choix. Voilà, c'est véritablement ça. Et là, je vais, avec beaucoup de modestie, vous apporter quelques éléments de réponse, parce que véritablement, c'est du cas par cas. Et l'intérêt de l'approche de ce matin est plutôt que vous compreniez le questionnement que vous devez avoir et que vous vous projetiez dans votre réalité pour se dire, effectivement, moi, je suis plutôt attiré par ce statut parce qu'il m'apportera tel et tel avantage, et j'en accepte aussi les inconvénients, ou au contraire par tel ou tel autre. Donc, je commence par cette bataille historique SAS-SARL pour poser finalement, avant de parler de ce qui les différencie, qu'est-ce qui ne les différencie pas? Je crois que c'est déjà un premier point qu'on peut se poser. Alors, ces statuts juridiques, donc en société, elles ont les points communs suivants. Un, elles permettent toutes les deux d'exercer en forme unipersonnelle, c'est-à-dire que vous pouvez être seul dirigeant, vous pouvez créer votre SAS et ce sera alors une SASU avec un seul associé. Vous pouvez créer votre SARL et ce sera alors une EURL avec un seul associé. Donc, ce n'est pas un facteur différenciant. Dans les deux cas aujourd'hui, il n'y a plus de capital minimum obligatoire, donc il n'y a pas d'enjeu lié à la mise de fonds initiale que vous devriez ou pas intégrer, injecter en fonds propres dans votre société. Les deux statuts permettent des apports en nature ou en industrie, c'est-à-dire vous pouvez apporter un savoir-faire, apporter des biens, vous pouvez apporter différents objets de valeur qui vous appartiennent et que vous souhaitez valoriser dans le cadre d'un apport et qui entreront dans la détention du capital de votre société. Donc, ces apports sont possibles, donc ce ne sont pas des apports en numéraire, hein, ils sont possibles dans les deux cas. Bon, très bien. Il est possible aussi, dans ces deux types de sociétés, en tant que dirigeant, d'avoir un contrat de travail qui doit correspondre évidemment à une réalité opérationnelle, qui peut être cumulé avec le mandat social, ce que l'on appelle, qui est véritablement, ce sont les fonctions du dirigeant d'entreprise en tant que patron, et qui est dissocié, qui doit être dissocié du contrat de travail qui correspond davantage à une réalité opérationnelle quotidienne, et qui sont dans les deux cas possibles selon des conditions extrêmement proches. Dans les deux cas, les seuils sont similaires, ont été alignés pour l'annulation d'un CAC, je l'ai dit précédemment,
Et globalement, dans les deux sociétés, les responsabilités du dirigeant, qu'elles soient civiles, pénales, fiscales, sociales, elles sont extrêmement proches. Donc, ce ne sont pas ces points-là qui vous permettent d'aller chercher une orientation plutôt qu'une autre. Alors, essayons de comprendre quels sont en revanche, les points qu'il faut regarder. Alors, j'en ai retenu quelques-uns qui me semblaient, qui, je pense, sont importants et qui sont vraiment des différences fortes à considérer. Le premier point concerne l'indifférence, je dirais, de la SAS au statut matrimonial de l'associé. Alors, il faut savoir qu'en SARL, et c'est véritablement un point très particulier, le Code civil prévoit pour le conjoint un droit très particulier de revendication de la qualité d'associé pour la moitié des parts sociales. Alors, précision, on parle de parts sociales en SARL, quand on parle d'action sur une SARL, donc des parts sociales. Et ce régime matrimonial, qui est propre à chacun d'entre nous, impose ou emporte dans la création d'une SARL un droit particulier pour votre conjoint. Alors, c'est un point important parce qu'évidemment, et désolé d'en parler, créer une société, ça veut dire aussi créer de la valeur. Et lorsque, en cas de séparation dans un couple, la revendication de la qualité d'associé du conjoint peut poser véritablement des difficultés. Et donc, dans le cas de la SARL, évidemment, juridiquement, ça s'organise, c'est prévu au moment de la création, mais il faut surtout bien le prendre en compte, alors qu'en SAS, cette difficulté liée au statut matrimonial de l'associé n'est pas un sujet. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'en SARL, il est possible, et c'est prévu juridiquement, pour le conjoint de bénéficier du statut de collaborateur. Alors, c'est un point important puisqu'il emporte un certain nombre d'avantages d'affiliation à la sécurité sociale, de protection sociale, de pouvoir bénéficier du plan d'épargne d'entreprise s'il existe, sans pour autant avoir de rémunération qui soit associée. Donc, c'est une protection juridique, une protection sociale pour le conjoint du dirigeant qui peut bénéficier d'un statut de collaborateur. Et ce statut est aujourd'hui organisé dans le cadre de la SARL. Un autre point important, c'est la flexibilité juridique de la SAS versus la SARL. La SAS donne une grande liberté dans les statuts. Alors, les statuts, qu'est-ce que c'est? Lorsque vous créez une société, vous devez poser les règles de fonctionnement, de ces sociétés, que ce soit sur son capital, sur les prises de décision, le vote, la nomination, par exemple, d'un commissaire aux comptes. Donc, il y a toute une série d'enjeux qui doivent être précisés, déclinés, formalisés dans les statuts. Et la grande différence, c'est que la SAS permet une grande souplesse dans l'organisation de la vie de la société, que ce soit sur la décision, la nomination, les révocations, les règles de majorité, les règles de quorum, qui obligent la présence d'un certain nombre, un pourcentage d'associés pour pouvoir prendre des décisions, la possibilité d'avoir des actions à droit de vote multiples. Ces choses-là sont tout à fait faciles à organiser, libres en SAS, alors que la SARL offre un cadre juridique qui est beaucoup plus précis, même si certaines décisions restent devant être prises à l'unanimité. J'ai pris ici l'exemple de l'exclusion d'un associé en cas de contrôle de la société qui serait détenue par celui-ci, par exemple. Donc, voilà 3 premiers points. Je poursuis sur les différences. Ça y est. Autre point intéressant, c'est que la SARL impose que le gérant soit une personne physique. Alors qu'en SAS, et c'était un point important, et c'est tout à fait fréquent dans les montages, dans les créations, dans les organisations juridiques de sociétés, en particulier quand il y en a plusieurs, quand il y a création d'une holding, par exemple, on pourra en reparler un peu plus tard. En SARS, il est courant de nommer une personne morale, qui peut être une société holding, une autre société, qui joue le rôle de président, personne morale d'une société. Donc, en SARL, une personne physique doit être le gérant. Un autre point différenciant, c'est ce qu'on appelle le champ des conventions réglementées.
Alors, les conventions réglementées, ce sont des opérations qui sont réalisées par les dirigeants associés qui ont trait à des flux qui concernent directement la société et pour lesquels, ou d'autres sociétés sœurs, conjointes, et pour lesquelles une autorisation, un contrôle doit être mis en place. Donc, ces conventions, elles sont soumises, elles sont contrôlées. Donc, la grande différence, c'est qu'en SARL, le gérant et les associés, globalement, sont traités de la même façon, sont sur un même plan. Alors qu'en SAS, les conventions réglementées sont davantage limitées dans leur champ d'application, et notamment, et j'ai pris un exemple, les conventions entre une SAS et ses associés ne seront soumises à contrôle que si l'associé détient une fraction des droits de vote supérieure à 10%. Alors, c'est un point qui peut vous paraître très juridique, évidemment, mais bon, voilà, quand on réfléchit sur un sujet pris dans son ensemble, c'est bien tous ces éléments-là qui doivent être considérés. Et donc, le champ d'application des conventions réglementées n'est pas le même dans la SARL et la SAS. Autre point qui peut paraître un point plutôt de convergence, mais qui en réalité n'en est pas complètement un, c'est le régime fiscal, enfin le régime d'imposition. Donc, ce sont deux sociétés qui, sur le principe, sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Donc, ça veut dire quoi? Alors, je le précise que c'est un point important, c'est que lorsque vous êtes sur une société dite de personnes, le résultat fiscal, le résultat de sa société, de votre société sera remonté et imposé dans le cadre de l'impôt sur le revenu, globalement, alors qu'une société, le bénéfice qui est dégagé à la fin de l'année, à la fin de l'exercice, il est soumis à l'impôt sur les sociétés et c'est la société elle-même qui paye cet impôt. Donc, voilà, donc déjà, bon, deux régimes très différents. Et donc, la SARL et la SAS rentrent dans ce régime d'imposition sur les sociétés, dans l'absolu, sauf que, et c'est un point important à bien comprendre, le URL permet l'option pour le régime d'imposition de société de personnes, qui permet l'association d'une personne physique, et donc on est sur un régime encore bien particulier. La SARL de famille, qui est une option aussi pour des raisons patrimoniales, qui permet au sein d'une famille, dans des conditions bien délimitées, d'appliquer le régime fiscal des sociétés de personnes. Et enfin, les deux régimes, que ce soit donc les deux statuts SARL et SAS, permettent en réalité à la création de prendre l'option de l'impôt sur le revenu pour une durée de 5 ans maximum, et ce, il y a certaines conditions à respecter. Donc, les deux sociétés sont soumises à l'impôt sur les sociétés et des cas particuliers à prendre en compte. Je poursuis. Voilà. Oui. Alors, autre point fondamental, alors qui est souvent regardé et de façon un peu rapide, parce qu'il n'est pas si simple que ça, c'est le statut fiscal et social du dirigeant. Alors, il y a véritablement un arbitrage complexe qui doit être pris en compte et qui dépend d'un certain nombre de critères. Le premier critère, quand même, c'est la capacité financière de l'entreprise. Alors, ça peut paraître basique, mais quand même, j'ai régulièrement des dirigeants d'entreprise qui me disent « Mais David, il faut que je puisse me payer, comment je me verse, qu'est-ce que je fais ?» Sauf que la société n'a pas de rentabilité, elle n'a pas de trésorerie. Donc, s'il n'y a pas de rentabilité, pas de trésorerie, il n'y a pas de rémunération du dirigeant. Donc, on ne peut pas inventer les choses. Donc, certes, c'est un point important. Évidemment, la protection est importante, mais la rémunération du dirigeant n'est possible que si l'entreprise génère des cash flows et vous permet finalement de vous rémunérer. Ça, c'est un premier point. Elle dépend aussi de vos attentes, des attentes du dirigeant en termes de protection sociale et de retraite. Est-ce que vous avez par ailleurs une protection avec votre conjoint? Quel niveau de protection vous souhaitez avoir de votre entreprise? Quel régime complémentaire vous souhaitez mettre en place pour votre retraite? On n'a pas du tout la même réalité dans le cadre d'une SAS et de la SARL avec son gérant dit majoritaire. Le troisième critère à prendre en considération, c'est aussi la fiscalité personnelle du dirigeant. Comme vous le savez, votre barème d'imposition sont soumis avec des taux marginaux en fonction d'un certain nombre de tranches. Et donc,
votre niveau et les tranches dans lesquelles vous soumettez vos revenus vont influencer fortement aussi le choix d'un statut, puisque les revenus qui éventuellement seraient soumis à l'impôt pourront être plus ou moins fiscalisés en fonction de votre foyer fiscal, qui ne dépend pas d'ailleurs que vous, mais aussi qui dépend de votre conjoint. Donc, on a, pour avancer un petit peu là-dessus, d'un côté, le gérant majoritaire, qui en réalité a un statut de travailleur non salarié, on appelle ça un gérant TNS de façon classique, et de l'autre, vous avez le président dans une SAS, il a ce rôle de président, avec un statut assimilé à celui de salarié. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Globalement, le gérant majoritaire de SARL, les taux de cotisation sur les sommes qui sont versées sont moins importantes. Donc, ça peut paraître en premier abord plus intéressant de dire je vais mettre en SARL, je paierai un peu moins de charges. Ce n'est pas faux. Mais en contrepartie, vous avez aussi moins de protection sociale. Et donc, la réalité des choses, c'est que certes, il y a moins de cotisations, mais pour avoir un niveau de protection sociale équivalent, il faut, en complément, aller chercher d'autres régimes. Et donc, quelque part, c'est tout cet équilibre-là qu'il faut comprendre, qu'il faut travailler, notamment sur la retraite, pour véritablement poser l'avantage en facial de cotisation plus faible pour une gérance majoritaire de sa ARL versus les coûts de toute façon qu'il faut que j'engage pour maintenir mon niveau de protection. Et là, la complexité qui se pose, qu'on soit clair, c'est que ça dépend de beaucoup de choses, notamment des niveaux de rémunération dont on parle, et aussi des régimes de dividendes dont on va parler, je crois, juste après. Alors, je fais juste ici le petit focus sur, d'ailleurs, le régime du gérant majoritaire de SARL. C'est juste que vous compreniez quelques éléments de comment il se positionne et c'est quoi son quotidien et notamment à la création. En réalité, il faut comprendre que le régime obligatoire, en tant que gérant TNS, il vous apporte une couverture minimale en cas d'arrêt de travail, de décès, d'invalidité, mais qui, par essence, sont limitées, mais qui sont réelles. Par contre, il faut déjà que vous compreniez, et vous la retrouvez très facilement, quelles sont les protections, quels sont les montants qui vous sont attribués en couverture dans ces différents cas. Évidemment, comme je l'ai indiqué avant, ces régimes obligatoires sont le plus souvent insuffisants. Insuffisants parce que vous dites, si il m'arrive ça, je n'ai que ça. Et oui. Et donc, c'est pour ça que dans le cadre du régime de TNS, donc de ce gérant majoritaire en SARL, il est possible de mettre en place une protection complémentaire qu'on appelle en Madelin. C'est le régime qui permet notamment pour la déduction des dépenses qui sont afférents et qui couvre 3 enjeux majeurs de la protection sociale qui sont 1, la prévoyance, arrêt de travail, décès, invalidité, la couverture de santé à travers la mutuelle si vous en avez besoin et aussi la retraite sur un régime complémentaire, notamment le plan d'épargne retraite. Donc ça, ce sont des choses qui se mettent en place. Ce n'est pas la priorité tout de suite. Si vous créez votre entreprise, ce n'est pas la priorité immédiate de mettre en place ces choses-là, puisqu'il y a un coût, qu'on soit bien clair. Votre priorité n'est pas forcément celle-là, mais vous devez l'avoir en tête, se dire, effectivement, je pars sur une SARL, je sais que je paye moins de charges, j'ai moins de protection et je sais que je devrais, dans le temps, dès que possible, augmenter mon niveau de protection sociale pour avoir finalement l'attendu, l'exigence que je me suis posée à minima pour couvrir ma famille. Enfin, autre point, c'est que cette SARL présente aussi d'autres avantages. Vous pouvez mettre en place, d'ailleurs, ce n'est pas propre à la SARL, il y a d'autres avantages possibles qui peuvent être mis en place pour justement défiscaliser et sortir finalement de votre société, puisque c'est un peu la question qui est posée de façon très classique, à travers le plan d'épargne, entreprise ou retraite, qui vous permet de bloquer des sommes pendant une durée de 5 ans avec une fiscalité intéressante ou de les bloquer jusqu'à votre retraite et pour les sortir in fine au moment du départ. Alors par contre, un point, c'est que, et ça c'est une erreur vraiment à ne pas commettre, surtout au démarrage, c'est que la tendance est de se dire, bon, je pars sur ce régime-là, ok, je suis gérant, très bien, je vais prendre le minimum, ce qui est normal. J'ai éventuellement peu de cash disponible,
je prends un minimum de couverture. Sauf que cette couverture-là, à minima, pensez à prendre ce niveau de rémunération qui permet de valider les trimestres de retraite. Ça, c'est un point important. Et en l'occurrence, ils sont un minimum de 1 600 € par trimestre, c'est-à-dire qu'en prenant ce minimum de REM en TNS, ça vous permet quand même de valider vos trimestres de retraite. Alors certes, c'est une somme d'argent, elle n'est quand même pas très, très élevée, et ça vous met, ça vous met à flot. Vous savez que vous avez pris les minimums sociaux, vous êtes protégé, et après, quand vous êtes un peu plus riche, vous avez le temps de mettre en place d'autres protections. Je poursuis sur la protection sociale du dirigeant. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ce point? C'est que, alors, finalement, l'arbitrage, c'est quoi? C'est soit de se dire, je limite le coût social immédiat dans le cas d'une SARL, ou de préférer une meilleure protection sociale, retraite en particulier, à terme, dans le cadre de la SAS. Vous voyez bien la différence, et je pense que je l'ai expliqué avant. C'est un vrai choix. Elle dépend évidemment de votre assise financière et vous devez la prendre en compte et la privilégier dans le temps. L'autre question qui vient impacter ce choix, cet arbitrage, c'est la question des dividendes. Alors, elle constitue plus souvent aujourd'hui encore une variable d'ajustement qui doit être considérée pour la raison suivante. En SAS, les dividendes ne sont pas soumis à cotisation sociale. C'est un avantage lié au régime de la SAS qui peut changer, qu'on soit clair. Là, je vous parle à un instant T, les lois fiscales changent tous les ans, changent régulièrement. Aujourd'hui, c'est ainsi. Et donc, c'est à prendre en considération. Et là, on parle d'un versement à une personne physique, alors que en SARL, les dividendes sont soumis à cotisation, sauf si on ne dépasse pas 10% du capital social et les éventuels comptes courants que l'on a mis dans la société. Donc, on voit bien que l'avantage de la SAS est plus intéressant sur cette distribution de dividendes. Alors, en plus, comme vous le savez sans doute, avec la flat tax, qui est une imposition à 30%. Cela dit, quand même, en SARL, ce n'est pas rédhibitoire, loin de là, parce que vous pouvez très bien avoir, de toute façon, au début, peu de résultats, peu de trésorerie, et donc, de toute façon, peu de distribution possible. C'est quand même extrêmement courant. Et donc, vous pouvez très bien, avec le temps, avoir des comptes courants qui vous sont dus et que vous réintégrez éventuellement dans vos capitaux propres. Donc, vous augmentez le capital de votre société par incorporation de ces comptes courants. Et donc, finalement, vous retrouvez une manne de distribution possible sans cotisation sociale sur les dividendes. Bon, je ne vais pas plus dans le détail, je ne veux surtout pas vous perdre. Et j'espère qu'en tout cas, c'est clair sur le principe. Je vais doucement pour que vous compreniez bien vraiment chacun des points. Et d'ailleurs, s'il y a des questions que je ne vois pas, d'ailleurs, n'hésitez pas, ou Célia, je pense qu'elle me les donnera au fur et à mesure. Je poursuis sur cette grande bataille de la SAS et de la SARL sur un autre point. Ah oui, point important aussi. La SAS est une structure qui est davantage adaptée, davantage privilégiée pour des sociétés qui ont besoin d'investir, des sociétés qui ont besoin qui auront une forte croissance, qui ne pourront de toute façon pas subvenir à leurs besoins de financement sur fonds propres, d'une part, ou sur des financements bancaires classiques. Les grands modes de financement, c'est bien cela. Soit j'investis sur fonds propres, soit j'ai du financement bancaire classique, soit j'ai recours finalement à du capital investissement. Donc, qui sont des sociétés capital risque qui vont faire le choix de vous accompagner et d'injecter dans votre société une somme d'argent pour en faciliter la croissance. Et donc, évidemment, c'est un point important. Quel est le risque? Qu'on soit clair. Le risque de ce capital investissement, c'est la prise de contrôle sur la société. Je m'explique. Vous avez la détention d'une société dépend de la détention des parts sociales, c'est-à-dire des actions, donc du capital social. Donc, si une personne détient, pour faire très simple, plus de 51% du capital, c'est cette personne-là qui décide, qui est majoritaire donc, de cette société-là. Et donc, le risque serait que une personne apporte des fonds dans votre entreprise et puis dépasse le seuil de la majorité de votre capital et devienne finalement le véritable dirigeant ou le véritable décideur de la société. C'est un risque que l'on comprend bien évidemment.
Or, la SARL est rigide sur ce plan. Elle ne permet pas de dissocier ce couple pouvoir-finance que je viens d'exposer. Et donc, c'est un inconvénient pour les sociétés qui ont besoin ou qui anticipent d'avoir besoin d'eux. Et c'est là qu'on va revenir et que vous devez réfléchir à votre projet, c'est quel est votre projet? Est-ce que c'est un projet sur lequel vous ambitionnez d'avoir un développement déjà autour de vous-même, parce que vous savez que vous allez travailler, c'est vous qui allez travailler, vous aurez peut-être des collaborateurs, mais ce sera d'abord le fruit de votre travail qui va vous permettre d'avancer, auquel cas il n'y a pas trop d'enjeux, ou est-ce que votre projet, c'est de dire j'attaque un marché, il va falloir mettre beaucoup d'argent sur la table, il y a un coût d'acquisition très élevé pour avoir des parts de marché, je sais très bien que je ne pourrai pas mettre 300 000 euros, et pour autant, je sais qu'il faut cette somme-là pour aller rapidement sur le marché, parce que dans 2 ans, le marché sera peut-être plus là, et auquel cas, je sais que je vais avoir besoin d'avoir des financements externes, et notamment par des fonds d'investissement. Et dans ce cas, clairement, la SAS est un régime beaucoup plus facilitant parce qu'il permet par des mécanismes, des clauses statutaires qui sont adaptées, notamment par des actions à droit de vote multiples, qui permet donc de donner une action de préférence, qui permet de donner à certains actionnaires davantage de droits de vote que d'autres actions qui sont dites normales. Et donc, le fondateur que vous êtes peut très bien être minoritaire en capital, mais conserver en réalité la maîtrise du pouvoir par ces clauses. Et c'est là tout l'enjeu qui est essentiel, puisqu'évidemment, l'enjeu pour le fondateur, c'est quand même rester maître à bord de son entreprise, tout en bénéficiant de l'apport d'investisseurs. Bon, j'ajoute un petit point aussi, c'est qu'évidemment, l'investisseur peut aussi très bien, et ça c'est toute une discussion, une négociation, apporter de la liquidité dans votre société en compte courant, qui pour autant ne soit pas du capital social, et auquel cas, en réalité, la question se poserait moins. Alors, je rappelle juste pour tout le monde, donc le capital social, petit aparté, vous créez une société, vous devez, pour donner une réalité juridique à cette société, je vais indiquer, rédiger des statuts, immatriculer la société et lui donner un capital initial qui peut être de 100, 500, 1000, 3000, 50 000 euros, qui est une somme qui est bloquée, qui appartient définitivement à la société et qui représente réellement la propriété de la société. C'est le capital social qui donne cette propriété-là. Par ailleurs, et pour des investisseurs, la SAS peut aussi permettre des moyens de financement, de levée de fonds beaucoup plus novateurs et qui sont importants, par exemple des obligations convertibles, des bons de souscription d'actions, alors qui sont des leviers extrêmement importants qui intéressent les investisseurs, qui s'engagent et qui finalement sont rémunérés dans le temps avec des actions négociées à un certain prix au moment de la souscription et qui, avec la valeur réelle de croissance de votre société, leur permet finalement de bénéficier des avantages qui sont acquis. Et puis aussi, c'est très à la mode, mais c'est très important et très intéressant, la SAS permet de recourir pleinement au financement participatif. Donc, la SAS, on peut dire sur ce point, est davantage adaptée pour des entreprises de croissance qui nécessitent le recours à des capitaux extérieurs sans perte de pouvoir pour le fondateur. Donc, c'est un point tout à fait important. Dans les autres situations, on l'a vu, ce sont les autres critères qu'il faudra peut-être davantage privilégier. Je poursuis. Peut-être un dernier point de tête à prendre en compte, c'est la fiscalité des cessions. Aujourd'hui, notamment, il y a des droits d'enregistrement qui sont à régler. Je ne parle pas de l'imposition de la plus-value. En SAS, c'est un taux de 0,1% qui est appliqué contre 3% en SARL, sauf si ce sont des sociétés à prépondérance immobilière, auquel cas le taux est de 5% dans les 2 cas. Et d'ailleurs, ce n'est pas non plus un point extrêmement bloquant, j'explique, puisque très souvent, lorsque les cédants ont exercé en SARL, avant la cession, ils font une transformation de société en SAS pour éviter cette fiscalité désavantageuse. Mais bon, c'est un point quand même à poser. Alors, une fois dit tout ça, j'ai pris cet exemple-là de SARL SAS parce que c'est quand même, dans l'immensité des cas, la question qui se pose, qu'on soit clair,
Si vous démarrez et que vous dites « Oula, je ne sais pas forcément très bien où je vais », vous pouvez très bien prendre le régime de micro-entreprise, vous le savez, vous êtes auto-entrepreneur, il y a beaucoup d'avantages, il n'y a pas de TVA, vous avez un régime forfaitaire, que ce soit sur l'impôt, sur le revenu, sur les cotisations sociales. En revanche, comme vous le savez aussi, la micro-entreprise est quelque chose qui, déjà, vous rend indéfiniment responsable sur les actes que vous pouvez émettre, alors qu'en société de capitaux, l'intérêt, c'est la séparation, en général, entre votre patrimoine personnel et le patrimoine professionnel qui appartient à l'entreprise. Donc, la micro-entreprise est une possibilité, mais elle a aussi une limite très forte que vous savez sans doute, c'est que dépasser un certain seuil, et ils arrivent très très vite, vous ne pouvez pas rester en micro-entreprise. Donc, certes, et je l'ai indiqué au démarrage, la grande majorité des créations sont des auto-entrepreneurs, mais en réalité, ce sont des projets naissants et c'est très bien, il faut bien se lancer. C'est une façon de ne pas prendre peut-être trop de risques au démarrage et de voir où on va, mais c'est que ce n'est qu'un statut intermédiaire. Alors, ce que je veux exprimer ici, c'est que une fois avoir posé cette problématique de la SARL et de la SAS, en réalité, il y a toute une foultitude de choix qui vous sont possibles et qui sont plus larges que ceux que j'ai volontairement exprimés. Alors, quels sont-ils ? Je vais commencer par le cas où vous êtes seul créateur. Vous êtes seul, vous pouvez vous mettre en micro-entreprise, je l'ai indiqué. Vous pouvez être en entrepreneur individuel, c'est le régime du commerçant. Le régime du commerçant qui s'installe, qui est historique, avec des résultats de société qui sont directement soumis à l'impôt sur le revenu, une responsabilité indéfinie, qui a une facilité aussi de gestion, moins de contraintes d'une société, c'est une possibilité, mais aussi et surtout une responsabilité indéfinie par rapport sur votre patrimoine personnel en cas de faillite, etc., et donc qui présente aussi de nombreux inconvénients. Vous voyez donc, vous êtes seul, vous avez l'EURL, la SASU, j'en ai parlé avant, l'EURL, c'est la SARL quand vous êtes seul, et la SASU, c'est la SAS quand vous êtes seul. Donc, j'ai expliqué avant les différences entre les deux. Vous êtes plusieurs créateurs. Alors, dans ce cas, là, 3 possibilités vous sont offertes. On retrouve cette SARL, la SAS, et puis il y a la société anonyme. Alors, la SAS étant la société anonyme simplifiée, la SAS, c'est le régime historique qui existait, qui est plus contraignant, notamment sur le capital minimum et sur le nombre d'actionnaires qu'il faut pour pouvoir créer une société anonyme classique, et sachant qu'il y a en plus dans les SA 2 types de SA, avec, on va dire, président, directeur général, et l'autre avec un directoire, un conseil de surveillance. Voilà. Bon, il y a toute une série de subtilités, mais je pense que fondamentalement, a priori, dans ce qui vous intéresse, vous êtes plutôt sur ces questions-là. Je suis seul, je ne suis pas seul. Quel risque je prends par rapport à ces sujets-là. Alors, je vois une question rapidement qui me dit est-ce qu'on peut aborder la SNC? Alors, la SNC, c'est la société en nom collectif. Alors, la SNC, c'est un régime très particulier parce que le point le plus important, c'est ce qu'on appelle une société dite transparente et qui emporte une responsabilité indéfinie des membres, puisque tous les résultats du NCC et les pertes sont directement remontés en responsabilité et en résultat sur les associés de la société en nom collectif. C'est un régime que l'on voit assez peu, on le voit dans des cas très particuliers, mais objectivement, pour une création de société, a priori, pour les personnes que vous êtes, que je ne connais pas d'ailleurs, mais je pense qu'on est plutôt sur ce type de choix de façon extrêmement classique. Alors, il y a aussi, et je l'ai mis à droite, la question du portage salarial et de la couveuse. Alors, ça, ce sont 2 régimes particuliers, je l'explique. Le portage salarial, il est très courant, il y a des sociétés qui le permettent. Donc, tout simplement, l'avantage, c'est que vous pouvez exercer en ayant tous les avantages du régime salarié et en étant couvert finalement par une société qui va jouer ce rôle-là pour vous, c'est elle qui gère l'activité et qui va vous remettre et vous donner les montants que vous aurez à soumettre, qui seront soumis à cotisation sociale, qui sont soumis à l'impôt. Donc le portage salarial a un coût, par contre, qu'on soit bien clair, mais c'est une facilité, mais vous ne créez pas votre société, vous ne créez pas votre projet quand vous êtes en portage salarial. Alors la couveuse, j'en parle parce que
Alors, c'est assez récent. Le principe de la couveuse est que vous ne créez pas votre société tout de suite. Voilà, la couveuse, c'est vraiment pour des sociétés extrêmement naissantes. Vous commencez à quelque chose, et puis progressivement, vous allez vous apercevoir, ou pas d'ailleurs, que votre projet prend forme. Et donc, le principe de cette couveuse est que vous n'avez pas d'immatriculation, vous n'avez pas de société qui est créée, et tous les moyens dont vous avez besoin pour facturer, pour gérer votre trésorerie, pour exercer, donc un peu dans le principe on appelle ça des pépinières, sachant que quand vous êtes en pépinière d'entreprise, vous créez votre société. Là, en couveuse, vous ne la créez pas. Donc, vous avez le partage des moyens communs, mais en plus, vous avez tout le cadre juridique, voilà, le cadre juridique qui vous est donné. En revanche, cela a un coût réel, puisque la couveuse va vous rétribuer, va vous reverser une partie de votre chiffre d'affaires, mais va conserver une commission. Donc, c'est un vrai choix, mais c'est un point qui peut être intéressant, parce que c'est vrai, et il faut le dire, que la création d'une société, certes, a des avantages et peut être un véhicule nécessaire pour permettre à votre projet de grandir, mais il y a aussi des inconvénients, puisqu'il y a un coût. On voit bien, il faut créer une société, il faut avoir des statuts, il faut gérer la société, il faut éventuellement un expert comptable, etc., etc. Donc tout ça a un coût. Et c'est clair que avant d'aller vraiment sur ce choix-là, il faut bien avoir mûri son projet, il faut être prêt à le faire. Et peut-être, j'y viens peut-être, puisqu'il y a aussi un autre coût par ailleurs, que la couveuse est une solution intermédiaire. Voilà. Je ne la connais pas plus que ça et je ne permettrai pas d'en dire davantage. Il y a des couveuses sur Paris qui sont assez connues. Je pourrais vous donner des noms si cela vous intéresse. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai indiqué? Alors maintenant, vous-même, parce que la question, c'est vous, vous dites tout ça. Alors, quelles sont les bonnes questions à vous poser, véritablement? Et là, j'ai vraiment essayé de lister quels sont finalement les drivers qui vont vous permettre finalement d'orienter votre choix. Bon, il y a le premier point qui me semble absolument fondamental, c'est votre business plan, ce qu'on appelle. Alors, ce n'est pas le sujet ce matin, mais faire un business plan, c'est traduire votre vision stratégique, votre vision commerciale, votre vision industrielle en termes de prévision sur le marché, développement de produits, les moyens que vous devez mettre en place et donc évidemment le financement de tout cela. Et donc, quand vous posez finalement votre business plan et que vous formalisez les marchés que vous voulez développer, en découlent naturellement les besoins de financement. Pourquoi? Parce que, vous le savez sans doute, vous allez voir une banque, elle vous demande votre prévision de trésorerie. Et donc, vous devez être en mesure sur 12 mois, 24 mois, de dire j'ai une situation de départ, compte tenu du chiffre d'affaires prévisionnel que j'anticipe et des charges qu'il va falloir décaisser, j'ai un besoin de trésorerie à financer, ou un excédent de trésorerie. Bon, démarrage, on a quand même plutôt souvent du besoin. Et ce besoin de financement, c'est cela qu'il va falloir effectivement sur lequel trouver des financements. Alors, il existe ou il n'existe pas. Et on voit bien que c'est fondamental, puisque dans la forme juridique que j'ai expliquée tout à l'heure, le besoin de financement et l'ouverture du capital à des tiers extérieurs est un point d'interrogation intéressant. Donc, quel est le besoin de financement? Est-il important? L'est-il pas? Et en conséquence, ça peut driver. Deuxième question, c'est que souhaitez-vous investir? C'est un point important aussi, évidemment. Est-ce que vous avez une situation personnelle qui vous permet de mettre une somme significative d'argent pour faciliter le lancement? L'avantage de cela, évidemment, c'est que ça vous rend autonome très rapidement et ça facilite le développement de l'activité. L'inconvénient, qu'on soit clair, c'est que vous vous mettez en risque, puisque cet argent-là, et qu'une fois qu'il est dans la société, je ne dis pas que vous ne pouvez pas le reprendre, c'est que une fois que dans la société, s'il est utilisé dans le cycle d'exploitation de la société et que vous êtes en difficulté un jour, tout simplement, l'argent ne sera plus disponible. Donc, vous ne pourrez pas le reprendre. Donc, il y a une vraie question de prise de risque liée au financement de l'activité et à l'investissement que vous souhaitez faire. Donc, ça, c'est un point, c'est un des points fondamentaux à prendre en compte et à partir duquel le choix juridique, parmi ce qui a été présenté, peut se clarifier. La deuxième question à se poser, c'est sur la situation que vous recherchez en tant que chef d'entreprise.
Le partage des pouvoirs, c'est un point fondamental. Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a le cas du capital risqueur, je l'ai évoqué, mais il y a aussi tout simplement, est-ce que vous dites, ben, moi je crée ma boîte, je vais être seul. Bon, voilà, si vous n'êtes pas prêt à partager et que vous souhaitez être le seul dirigeant, eh bien, ça clarifie un peu le débat. Après, si vous êtes plusieurs, ben, qui dit plusieurs dit gouvernance, dit partage des rôles, partage des responsabilités, partage des décisions. Et donc, clairement, cette question du pouvoir et de ce que vous êtes prêt à accepter pour développer votre société est fondamentale. Et c'est une question qui est très personnelle, attention, hein, c'est pas, là, on n'est pas sur du juridique. Hein. Le partage des pouvoirs, ce n'est pas comment on le met en place, c'est ce que vous souhaitez. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Ça dépend là aussi de la personnalité de chacun. Il y a des gens qui ne savent pas travailler en équipe, qui ne savent pas travailler en projet, qui préfèrent avoir tout pouvoir. Voilà, c'est des choix. C'est tout à fait possible au démarrage, qu'on soit clair. Hein. Voilà, et c'est même presque d'ailleurs 98% des cas, le dirigeant est seul. Mais c'est surtout après sur le développement de l'entreprise, en fonction des objectifs de croissance que vous avez, est-ce que vous pouvez rester seul très longtemps? Est-ce que c'est souhaitable pour le développement de votre entreprise? Voilà, ce sont des vrais choix stratégiques. Bon. Je l'ai évoqué aussi, l'affiliation au régime, sans que vous êtes gérant majoritaire d'une SARL, ben, vous serez un régime de TNS ou au régime général des salariés dans le cadre de la SAS. La rentabilité attendue est fondamentale. Alors, pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est lié au premier point. Si votre société dégage beaucoup de trésorerie, ben, on peut parler de rémunération. S'il n'y a pas de rentabilité ou pas de trésorerie, il n'y a pas de rémunération. Voilà. Et je mets en corollaire la rémunération attendue. Et ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas la même si vous commencez votre société et que vous dites, bon, voilà, il se trouve que par ailleurs, je suis couvert par les ACDIC, qui est quand même souvent pour les créateurs une chance, et que vous avez un dispositif type ACRE en face qui vous protège pendant un certain temps, ce n'est pas la même chose que si vous vous retrouvez déjà en fin de droit et que vous avez 3 enfants à la maison et que vous devez de toute façon avoir 3 000 € par mois. Voilà, donc évidemment, c'est un point clé et ça veut dire qu'il faut aussi, dans ce cas-là, chercher le financement de votre propre rémunération. Donc, tout est impacté en conséquence. Enfin, je crois le troisième grand sujet, c'est le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Alors, sur la séparation de votre patrimoine ou pas avec votre entreprise, bon, vous allez me dire, en général, on préfère une séparation. Bon, très bien. Donc, déjà, ça exclut un certain nombre de régimes, même beaucoup. Et deuxième point, c'est aussi l'apport. Alors, sur l'apport que vous souhaitez réaliser, là, je parle de l'apport. Alors, il y a 2 apports. Hein. Il y a l'apport en capital social initial à la création de cette société. Et ensuite, il y a l'apport, on va dire, en compte courant pour financer notamment le cycle d'exploitation de votre entreprise. Donc, on revient sur le point de départ, à savoir le niveau de risque que vous pouvez prendre ou que vous êtes prêt à prendre et qui oriente aussi sensiblement les choix que vous devez faire. Enfin, peut-être il y a certaines sociétés, quand même, certaines professions plutôt, dont les statuts sont réservés ou interdits ou limités. Je pense par exemple aux sociétés de géomètres experts, aux sociétés d'avocats. Il y a des formes juridiques qui sont autorisées, pas toutes. Et donc, vous pouvez vous retrouver, et ça, c'est évidemment un point à vérifier, dans une activité où finalement, seulement certaines formes juridiques vous sont autorisées. Bon. Voilà, ça, c'est aussi un point à prendre en compte. Alors, je poursuis. Et d'ailleurs, alors je poursuis, mais attendez, si j'arrive à changer le slide. Ah oui. Alors, là, on a parlé des formes de société. Et je me suis dit ensuite, alors encore une fois, on pourrait, parce que c'est vraiment une question de timing, hein, je préfère voilà, en faire un peu moins et j'espère être clair et que ça vous permet vraiment de réfléchir par vous-même aussi au bon choix, parce qu'on voit bien que, alors je reviens juste un petit peu en arrière avant de parler de ça, excusez-moi, on voit bien que finalement, il n'y a pas de réponse toute faite. Voilà, c'est ça, je crois que c'est vraiment un point important. Le risque que vous avez, c'est d'écouter certains ou certaines qui ne voient qu'une partie de la réponse. Quelqu'un qui est un expert
comment dire, sur un plan juridique, bien, il n'a pas la vision transversale. Celui qui est un expert en social, il n'a pas l'ensemble des sujets dans son radar. Celui qui est fiscaliste, il n'a pas l'ensemble des sujets. Et finalement, et je ne me permets de vous le dire, c'est l'expert comptable qui a la vision la plus transversale de l'entreprise parce qu'il adresse l'ensemble des problématiques qu'on a évoquées, qu'elles soient financières, fiscales, juridiques, sociales, patrimoniales. Et l'expert comptable peut vous conseiller en posant justement le débat sur les bonnes questions. Alors, il se trouve qu'en plus, au sein du cabinet, on a la chance, de par notre taille aujourd'hui, d'avoir des pôles, des départements spécialisés. Donc, on a un service juridique, on a un service social, on a un service comptable financement. Bon, voilà, on a l'ensemble des compétences qui permettent justement, après, de rentrer dans le détail et d'aller chercher les points les plus discriminants. Mais donc, il n'y a pas de réponse toute faite. Il faut vraiment que vous posiez un petit peu, vous repreniez un peu, je vous enverrai le support, que vous réfléchissiez à ça. Et qu'après, je serai prêt, si vous le souhaitez, à ce qu'on en discute. Mais c'est tellement plus simple quand vous y avez réfléchi avant et parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Alors, je vais pouvoir passer une question, enfin, il y en a beaucoup, mais… Oui, il y en a quelques-unes, ouais, effectivement. Quelqu'un qui file un peu. Ouais. Une phase de test d'un projet, besoin d'un commun d'attaque, plus statut. Voilà, alors ça, c'est le genre de question. Phase de test d'un projet commerce de détail, quel est le statut le plus approprié? C'est typiquement la question sur laquelle je ne peux pas répondre. Enfin, désolé, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il n'y a pas de statut, comment dire… qui colle à une… Comment ? Ouais, il n'y a pas de statut qui colle comme ça naturellement. Non, voilà, il n'y a pas. Je suis en commerce de détail, je fais une SARS ou je fais un entrepreneur. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est le statut, le choix juridique d'un statut. Il est, comment dire, alors, sauf des cas particuliers de métier que j'ai évoqués, il est avant tout lié au projet lui-même que vous mettez en place et aux réponses que vous pourrez apporter à toutes ces questions. C'est ça vraiment le sens de la réflexion. Quelle que soit l'activité elle-même, je veux dire, peu importe l'activité, sauf cas particulier que j'ai évoqué ici. Question qui indique que je suis actuellement en statut d'auto-entrepreneur. Est-il possible de passer à un autre statut juridique en gardant le même SIRET? Voilà. Je ne pense pas. Parce que si vous créez votre société, vous aurez un CABIS avec un numéro de SIRET. Je dirais non. Je vérifie le point, mais je ne pense pas. Quand on crée les sociétés, on a des gens qui sont entrepreneurs. En fait, vous devez liquider votre régime d'auto-entrepreneur et créer votre société. Donc là, je réponds non. Oui. Non. Ok. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Bonjour. Donc, y a-t-il un statut à privilégier en tant qu'inscrit à Pôle emploi, ce qui est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, dès lors que l'on souhaite créer une entreprise de conseil? J'ai entendu qu'il valait mieux créer une SASU, mais je me demande si dans un premier temps, n'ayant beaucoup de charges, il ne faut pas être en micro-entreprise. Merci d'avance pour votre retour. Oui, compris. Oui, donc alors je vous réponds là-dessus, là, clairement. Alors, la micro-entreprise, évidemment, présente bien des avantages, puisque c'est un régime vraiment simplifié. Vous n'avez pas de TVA, il y a un régime particulier sur la TVA. Vous payez forfaitairement des charges sociales, forfaitairement de l'impôt. Donc, il y a bien des avantages au démarrage, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on soit clair aussi que beaucoup de dirigeants commencent ainsi. Alors maintenant, une fois dit cela, alors je reprends ce que j'ai dit, mais il n'y a pas de souci, c'est normal. Une fois dit cela, vous le savez, j'ai indiqué que vous êtes limité à un montant de chiffre d'affaires qui, en prestation ou en vente de détail, n'est pas le même, mais qu'une fois atteint, vous oblige à sortir du régime de micro-entreprise. Et puis le régime de micro-entreprise, et là, je ne connais pas votre activité de conseil. Est-ce que vous êtes un consultant qui allait travailler seul? Est-ce que vous êtes un consultant qui allait devoir… je sais pas, investir dans du matériel, faire de la R&D, produire des prototypes, voilà, etc., qui feront que le régime de la société vous donne un cadre qui vous permet d'aller chercher du financement auprès de partenaires, ce qui est extrêmement limité dans le cadre de l'auto-entrepreneur. Vous voyez ? Ouais. Donc, c'est ça véritablement le point. Je ne sais pas si tu as répondu à celle-ci. Bonjour, la SAS permet-elle la séparation de patrimoine? Oui. Oui. Ok. Oui, c'est pareil. Oui, bien sûr, parce que… Alors, attention,
La réponse est oui, au sens où, encore une fois, la limitation de la responsabilité des associés ou des actionnaires est limitée aux apports qui ont été faits à la société. Après, il y a des cas particuliers quand même, donc là, c'est la règle générale. Après, en cas de… Il ne faut pas oublier que le dirigeant d'entreprise peut être amené à être poursuivi en cas d'abus de biens, en cas de fautes qui peuvent relever du pénal. Et donc, vous pouvez être mis en cause de façon beaucoup plus lourde, mais en cas de faute grave. D'accord ? Voilà. Mais dans l'absolu, et c'est le principe même de la société, l'avantage, c'est que vous faites une activité qui ne fonctionne pas malheureusement, mais que vous avez exercée dans les règles de l'art et qui malheureusement ne vous auront obligé à arrêter, on ne viendra pas vous rechercher sur votre patrimoine personnel. Ok. Alors, j'ai une question également, TVA et auto-entrepreneur. En tant qu'auto-entrepreneur, on facture sans TVA jusqu'à un certain seuil. Ce seuil dépassé, comment doit-on gérer la TVA? Le seuil est quoi? Je n'ai pas compris. Ce seuil dépassé, comment doit-on gérer la TVA sur les facturations à venir, mais surtout sur les actions qui ont été déjà facturées en hors taxe? Oui, alors effectivement, il y a un double cliquer sur les dépassements de seuil de TVA de tête. Et dans ce cas-là, quand vous devez sortir, vous devez rentrer sur un régime simplifié ou un régime normal de TVA. Et donc, vous n'êtes plus exonéré de TVA. Et vous sortir, alors il y a un article du Code général des impôts qui vous permet d'exonérer de TVA. Donc, vous devez choisir un nouveau régime de TVA, ça c'est une première élément de réponse. Après, sur les éléments qui ont déjà été facturés, si je comprends bien votre question, c'est ça, ce qui était antérieur, vous l'avez… Vous pouvez prendre la parole si vous voulez exprimer davantage votre question et la poser directement à David. Je vois qu'elle est assez longue, donc allez-y, on vous écoute. Bonjour à tous. Effectivement, moi je suis dans ce statut d'auto-entrepreneur depuis 1 an et demi. Et l'année 2021, du coup, j'ai fini mon année à 35 000 euros. Donc, j'étais vraiment j'étais pile avant la bascule TVA. Donc, je croise les doigts, mais probablement qu'en 2022, je vais la dépasser parce que de mémoire, c'est 35 000, 36 000 euros. Et je sais que, en fait, on est soumis à la TVA à partir du moment où on dépasse le seuil de 36 000, mais il faut également récupérer la TVA sur les sommes qui ont déjà été facturées précédemment. C'est-à-dire que ce n'est pas que à partir de 36 000 qu'on est assujetti à la TVA, c'est du coup sur la globalité de la somme. Et alors là-dessus, madame, juste, je vous réponds clairement aussi. Alors, sachez que nous, on ne gère pas les auto-entrepreneurs, déjà de 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un régime qui n'a pas d'obligation comptable forte. Et donc, c'est un régime qu'on ne pratique pas. Donc, vous voyez, ce point-là en particulier, on peut le regarder ensemble à part, je veux bien, je n'ai pas de souci, mais comprenez que c'est pas, on ne traite pas l'auto-entrepreneur. D'accord. Et alors, excuse-moi, du coup, je glisse la question à Eric. Est-ce que c'est un sujet, parce que j'ai l'impression que l'auto-entrepreneur, c'est quand même un gros volume de gens et de questions. On l'aborde début février. On fera un atelier spécifique micro-entreprise sur le sujet. D'accord, je vous remercie. Merci. Je vous en prie. Alors après, je vous propose un petit focus particulier. Alors c'est aussi un parti pris. Encore une fois, je ne voulais pas vous abreuver de grands tableaux comparatifs. Je me suis dit, alors c'est le cas quand même fréquent du dirigeant qui veut faire un investissement immobilier. D'accord ? Donc, une acquisition et souvent, on se pose la question, je fais une SCI, qu'est-ce que je crée comme société comme véhicule? Alors, sachant que le principe de base, qui est le plus souvent retenu, est de séparer, justement, pour des raisons encore patrimoniales, de séparer l'acquisition immobilière de votre société d'exploitation. C'est-à-dire que la société cible immobilière, c'est une société à part entière qui va devenir propriétaire du bien, qui portera le financement du bien et qui facturera un loyer à la société d'exploitation. C'est un peu le principe. Alors, l'avantage, vous le voyez bien, c'est qu'en cas de difficulté de cette exploitation, logiquement, votre SCI est complètement épargné. D'accord ? Maintenant, il faut savoir aussi que j'ai le cas sur des clients où, lorsque l'immobilier est dans l'exploitation, ça peut aussi présenter un intérêt. Je pense à un groupe en particulier où l'exploitation ne marche pas très, très bien. Et si les banques font confiance à l'entreprise, c'est parce que l'entreprise possède un actif immobilier extrêmement important, dont la valeur réelle
qui n'est pas la valeur comptable, est substantielle et qui fait que quelque part, les partenaires sont rassurés. Alors que si l'immobilier n'était pas dans la société, certainement que depuis longtemps, la société aurait dû déposer son bilan. Alors, je fais ce focus-là et avec un… Alors, pareil, je vais prendre un point très particulier. J'ai voulu volontairement prendre un peu un cas pratique. Voilà. Dire, mais finalement, comment on raisonne quand on crée une SCI, sachant qu'il y a deux grands… il y a vraiment une question forte qui se pose. Hein. C'est est-ce que cette société, cette SCI, je la soumets à l'IS ou est-ce que je la soumets à l'IR? Et là, je prends un cas très simple. J'ai un client qui, d'ailleurs, c'est un cas réel, hein, c'est pour ça que c'est d'autant plus facile pour le prendre, qui me dit, tiens, voilà, j'ai une société, je veux investir dans un bien immobilier à titre personnel, à des fins patrimoniales. D'ailleurs, j'aurai plusieurs investissements à faire. Et puis d'ailleurs, je vais certainement ne pas garder ces biens sur du très long terme, mais certainement les garder quelques années, puis les revendre, racheter. Voilà, c'est quelqu'un qui veut faire un peu de ce genre de choses. Bon, ce qui est très classique, hein, d'ailleurs, pour des dirigeants qui ont gagné un peu de capacité financière et qui souhaitent en profiter un peu plus. En plus, c'est une personne qui est pacsée, qui a des enfants de différentes unions et qui, alors, déjà, et dans les premiers échanges, la SRL de famille, hein, donc je l'ai un petit peu évoqué, hein, qui permettrait d'organiser ce genre d'investissement dans un cadre familial très restreint avec des conditions très restreintes. En l'occurrence, ça a été rejeté parce que dans ce cas très classique de la famille recomposée, on va dire, hein, voilà, aujourd'hui qui est extrêmement classique, finalement, on n'a pas forcément envie de mélanger ou se retrouver avec le fils, la fille du conjoint dans une même société. Et donc, le choix est de dire, bon, on va rester sur une SCI classique, on ne va pas associer les enfants dans cette société. Bon, ça, c'est un point intéressant. Et puis aussi, il se trouve que cette personne n'a pas eu besoin non plus alors ce que j'appelle de cash-in, elle a des revenus par ailleurs suffisants ou elle n'a pas besoin d'avoir de l'argent régulier, des rentrées régulières de revenus fonciers liés à ce bien. Voilà. Je vous donne vraiment les conditions de départ, les hypothèses de départ qui sont posées. C'est comme ça hein, que les sujets nous arrivent et sur lesquels après on doit réfléchir et dire quel est le régime le plus intéressant. Alors, en l'occurrence, et dans ce cas-là, et ce qui est intéressant, c'est que on dit bon, voilà, on a finalement, j'ai bien finalement, hein, parce que et encore une fois, hein, et désolé, mais on fait des calculs pour y arriver, hein, ça ne se fait pas comme ça sur un coin de table. Hein. On va faire quelques simulations, alors, ça ne prend pas 3 jours, hein, rassurez-vous, mais pour dire, finalement, compte tenu de cette situation patrimoniale, des revenus, on regarde quel sera le loyer que percevra sa SCI, quel sera le remboursement de l'emprunt qui sera en face, est-ce qu'elle sera bénéficiaire déficitaire, sachant qu'au démarrage, les SCI sont le plus souvent déficitaires, quel sera le niveau de trésorerie, etc., etc. Et à partir de ça, on regarde un peu ce qui est le plus intéressant dans le choix de cette société, dans le régime fiscal de cette société, entre la soumettre à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu. Et là, en l'occurrence, on a plutôt dit, je dis bien plutôt, dit qu'il était plus intéressant de la soumettre à l'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Parce que dans les simulations, plusieurs acquisitions sont prévues sur des durées assez courtes, possiblement inférieures à 10 ans. Et donc, dans ce cas, et au moment des cessions, peu d'amortissement que si on était sur une durée d'amortissement sur 20 ou 30 ans, et donc une plus-value au regard du prix de cession plus faible à fiscaliser à l'IS. Et donc là, vous voyez bien, c'est important parce que ce n'est pas la même fiscalité, évidemment, en cas de cession, et ça rentre fortement dans le choix du régime fiscal entre une imposition à l'IS ou une imposition à l'IR. En plus, une fiscalité à l'IS qui est optimisée dans ce cas-là, car les résultats fiscaux de cette SCI seront négatifs pendant un certain temps, et donc pas d'impôt sur les sociétés qui est payé. Donc ça, c'est aussi un point intéressant, parce que je tamponne dans une SCI, hein, j'ai un revenu que je perçois, et je tamponne par un amortissement du bien, puisqu'à l'IS, j'amortis mon bien, ce qui n'est pas le cas sur une SCI que je soumettrai à l'IR, et donc je crée du déficit fiscal, et je ne paye pas d'impôt. Bon, sachant qu'il y a à prendre en compte dans le patrimoine, c'est un autre sujet, les problématiques de donation, de transmission, qui dans ce cas-là n'ont pas été abordées, puisque, j'indiquais, on était sur un cas particulier d'une famille recomposée. Autre point qui était abordé, de dire, voilà, ça c'est les avantages qui ont fait que quand on fait globalement le calcul, on a dit oui, la SCI c'est le bon montage, et en plus, je la soumets à l'IS.
A contrario, j'ai des inconvénients. C'est-à-dire que cette SCI à l'IS, elle aura pour inconvénient une fiscalité qui sera élevée lors de la cession de biens en raison du jeu d'amortissement comptable. Si finalement le client, enfin si vous conservez votre société sur une durée beaucoup plus longue que prévu, donc là encore une fois, donc vraiment dans la stratégie de réponse, en fait, c'est qu'est-ce que vous voulez acheter, combien de temps vous voulez garder votre bien, quels sont les loyers qui vont être générés, est-ce que vous allez acheter plusieurs biens, est-ce que vous allez réinvestir dans d'autres biens, quelle est votre situation patrimoniale personnelle. Voilà, c'est tout ça qui permet de répondre à ce genre de questions. Et puis l'autre point qui était intéressant aussi, c'est de dire dans cette réflexion-là, le client n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin de rentrée de cash régulière, même si la société en disposait, parce qu'attention, comme vous le savez, une société, la trésorerie de la société ne vous appartient pas, elle appartient à la société. Ce qui veut dire que, si vous voulez le sortir, sauf si vous avez un compte courant, vous devez le sortir par du dividende, et donc vous payez une flat tax de 30%. Donc là, absence de rentrée de cash pour vous-même, dans cet exemple-là, en raison de l'absence de résultats disponibles, puisque j'ai des pertes que j'ai fortement comptabilisées, accumulées durant les années. En revanche, et au bout de quelques années, et lorsque la société aura des résultats, je pourrai enfin faire des distributions de dividendes. Vous voyez, donc c'est des sujets qui sont pas très très simples, hein, qu'il faut vraiment aborder de façon précise et qui se posent, hein, qui s'écrivent. Et là d'ailleurs, tiens, je termine, j'ai encore un point à dire. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, parce que vous savez, il y a aussi ce qu'on appelle l'MNP, location meublée non professionnelle. Et donc, l'idée aussi, c'est de dire, attention, vous auriez pu aussi avoir d'autres avantages en partant sur un mécanisme IR-LMNP, avec une fiscalité IRPP très faible sur des résultats fonciers annuels durant l'intention du bien, qui est le cas sur un régime fiscal particulier du LMNP, avec une entrée régulière de cash, il y a des revenus fonciers, et puis des abattements plus significatifs en cas de cession sur des plus-values en IRPP, puisqu'en fonction de la durée de détention du bien, vous n'avez pas la même fiscalité sur la plus-value que vous réalisez. Et donc là, pour dire que, vous voyez, on part sur un choix d'IS, mais on s'assied ou on accepte d'avoir une fiscalité avantageuse à l'IR que je ne peux pas avoir parce que, finalement, c'est bien les plus et les moins qui me font aller dans un sens ou dans un autre. Alors, ça, c'est un petit focus. Alors, je prends juste, il y a une question. Je vois là que Célia m'a bien voulu m'envoyer. Cas d'une création d'entreprise de commerce de gros alimentaire, seul pour commencer, pas de besoin de financement, avec une activité salariée à côté, souhaite protéger son patrimoine, mais avec un apport, d'après ce que j'ai compris, ça serait plutôt une SARL. Écoutez, si c'est l'analyse que vous avez faite, pourquoi pas besoin de financement. Oui, c'est vrai, une unité salariée à côté, il faut être pour le patrimoine, les SARL, c'est bien. Pourquoi pas, voilà, ce que vous m'avez écrit, monsieur ou madame, hein, je ne peux pas dire oui ou non. Voilà, en tout cas, effectivement, vous avez coché quelques cases. Hein, c'est intéressant. Après, est-ce que vous avez tout pris en compte? On pourrait en parler un peu plus. En cas de changement de statut d'entreprise, donc a priori changement de SIRET, liquidation puis recrée, oui, on regarder le même nom pour l'entreprise. Alors, la propriété du nom, alors, le nom, je dirais, oui, je ne vois pas de difficulté, parce que alors, le nom, soit c'est un nom que vous avez vous-même déposé, qui vous appartient peut-être d'ailleurs, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous liquidez une société, une activité plutôt avec un certain nom, je ne vois pas de difficulté à reprendre le même nom sur une création de société. Je ne pense pas qu'il y ait de difficulté. Alors, j'aborde il est 20, mais peut-être un dernier point. Alors, je sors un peu, je vous donne vraiment une vue d'ensemble, hein, et je sors un peu du choix de société à la création. Il y a un événement, il y a une réalité, une situation. Alors, il y a une autre question que je prends de ce fait-là, qui est quid du pacte d'actionnaires, et vous un exemple, d'accord. Alors, le pacte d'actionnaires, c'est encore autre chose. Effectivement, vous avez raison de poser la question, j'en ai pas parlé, il y a tellement de sujets à aborder. Je vous ai parlé tout à l'heure des statuts. Donc, les statuts, c'est cet acte qui organise la vie de la société, qui est obligatoire, qui est déposé à la création de la société. Et dans les statuts, on écrit avec beaucoup de liberté, dans les SAS en particulier, comment on souhaite organiser la vie de la société. En revanche,
il y a peut-être toute une série de sujets que vous ne souhaitez pas mettre dans les statuts, parce que les statuts, par nature, on va dire, sont publics, sont déposés, et il y a des éléments, des choses qui sont confidentielles, qui ne regardent que les associés, et ces éléments-là, on les met dans ce qu'on appelle un pacte d'actionnaires. C'est un document qui est rédigé entre associés, confidentiel, et qui va venir rédiger un certain nombre de choses. Alors, les choses, c'est quoi? Ça peut être, par exemple, de se mettre d'accord sur des règles de valorisation en cas de sortie d'un associé. Je m'explique, vous êtes plusieurs associés, il y a un désaccord où un des associés souhaite quitter la société, à quel prix se fait cette sortie? Alors, vous allez me dire, comment ça se fait, etc. En fait, le point est le suivant, c'est que la valeur d'une société est quelque chose d'extrêmement subjectif. C'est-à-dire que lorsque vous achetez une société, lorsque vous vendez des parts sociales d'une société parce que vous souhaitez céder, arrêter ou sortir du capital, les éléments de valorisation sont des points essentiels et sont des éléments de désaccord extrêmement classiques. Donc, il est important, dès le début, de se mettre d'accord sur quelles seront les règles de valorisation de la société en cas de sortie. Sachant que ces règles, alors, elles sont en réalité, elles sont souvent cadrées par une pratique sectorielle, c'est-à-dire que selon votre business, on va prendre, par exemple, un pourcentage de chiffre d'affaires, un nombre de fois votre excédent brut d'exploitation, on va prendre, ou les l'EBITDA, ça dépend des contextes et de la gestion que vous mettez en place. Et donc, on sait a priori qu'on est plutôt sur telle et telle métrique, sachant que ce dont je parle là, ce nombre de fois une valeur, une rentabilité, en réalité, constitue ce qu'on appelle un goodwill. Et ce goodwill-là va venir s'ajouter à la valeur des capitaux propres. Le plus souvent, j'essaie de simplifier, c'est-à-dire que la valeur des capitaux propres, la valeur de cession, de rachat des titres, ça va être le plus souvent, on va dire, des capitaux propres, parce que c'est le cumul des réserves et de la création de richesse de votre entreprise, plus une survaleur qui n'est pas dans les comptes. Parce que la société, à un instant T, elle a développé une marque, un savoir-faire, une clientèle. Et ces éléments-là, comme vous le savez, peut-être la comptabilité est au coût historique, c'est-à-dire qu'on ne comptabilise pas, sauf en cas d'opération d'extériorisation, mais on ne comptabilise pas la création de richesse de l'entreprise qui est immatérielle. Voilà, ça je veux dire, qui est immatérielle. Et donc, c'est uniquement en cas d'opération sur le capital, de cession en particulier, le plus souvent, qu'on va tenir compte de ces éléments-là. Et donc, du coup, le pacte d'actionnaire, et je finis sur la question, il sert justement à préciser des règles entre associés de sortie du capital. Ça peut être d'entrée au capital. Comment je fais entrer de nouveaux associés? Quelles sont les règles? Est-ce que j'accepte une dilution? Est-ce que est-ce que tout le monde est dilué à due proportion? En cas de sortie, est-ce qu'il y a des clauses qu'on appelle ça de vente forcée pour des associés qui ne partagent plus ce qu'on appelle l'affectio societatis, c'est-à-dire le fondement même d'un projet d'association dans le cadre d'une société. Voilà. Et donc, il y a comme ça un certain nombre de sujets qui sont posés dans ce pacte d'actionnaires et qui seront conservés chez un avocat, chez un tiers, et puis chacun des associés, et qui seront ressortis en cas de difficulté si besoin il y a. Le monsieur me demande si j'ai un exemple. Non, si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler, mais je n'ai pas d'exemple comme ça, sauf des cas clients, et qu'évidemment, vous le comprenez, je ne peux pas partager. Mais si vous souhaitez qu'on en parle, n'hésitez évidemment pas à m'appeler. Si David, tu avais vu la petite question de Bruno à 11h04. Bruno, si tu peux l'exprimer peut-être vive voix, ta problématique. Alors oui, c'est en lien toujours avec le statut d'auto-entrepreneur, mais il y a un achat de véhicule visiblement pour sa société. Il est dans l'événementiel et donc il a besoin de transporter du matériel et s'interroge sur est-ce que c'est le bon statut visiblement ou est-ce qu'il faut en trouver un autre? Est-ce que je me suis bien exprimé, Bruno? Est-ce que c'est bien ce fond de question? Exactement. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de passer en entreprise pour avoir une réduction sur ce premier véhicule de transport, sachant que les temps sont difficiles pour l'événementiel, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr.
En fait, oui, c'est-à-dire vous avez investi, vous devez investir dans un véhicule de transport, c'est bien ça? Véhicule, ouais, pour ma saison des mariages pour l'été prochain. Parce qu'en fait, on a mis des choses dans les devis, des options matérielles, etc. Et que le matériel est gros maintenant. Ouais. Une voiture normale ne suffit pas, voilà. Oui, je comprends bien. Mais effectivement, non, c'est une vraie question parce que, effectivement, alors, encore une fois, l'entrepreneur, même si on ne pratique pas, j'ai en tête que vous soumettez à l'impôt sur le revenu et à la cotisation sociale un pourcentage forfaitaire de votre chiffre d'affaires après abattement, d'accord? Et donc, cette somme forfaitaire, ben, elle est forfaitaire. Donc, du coup, elle est vraie pour tout le monde. Et donc, ça veut dire que vous, qui réalisez des investissements que vous devez financer, ben, vous n'avez pas de cadre pour les financer, si je comprends bien votre question, et vous ne pouvez pas non plus déduire les éventuels amortissements d'un résultat. Oui. Voilà, c'est ça votre sujet. Donc, effectivement, ça vaut le coup de se poser, là encore, pour dire, ben, voilà, si vous restez en entrepreneur, votre investissement, ben, voilà comment vous allez fiscalement le traiter et l'impact sur vos bases d'imposition. Alors que si vous étiez, comme on dit, hein, en société, ben, voilà ce que ça signifierait, l'investissement, ce qu'on en ferait, l'amortissement comptable qui serait déduit de l'impôt sur les sociétés. Et encore une fois, sous réserve, et c'est vraiment à comparer, hein, sous réserve qu'il y ait du résultat. Parce que comme vous le dites, effectivement, la crise faisant, créer une société, ben, ça coûte un peu d'argent, voilà, de gestion. Et faut voir de combien on parle. Vous voyez, tout dépend du chiffre d'affaires global. Vous voyez, si c'est un chiffre d'affaires qui est bas, il n'y a pas forcément de sens. Enfin, je fais très court, mais créer une société pour 20 000 euros de chiffre d'affaires, vous voyez, voilà, ça va vous coûter 3 000 euros de comptable pour faire court, d'expert comptable ou 2 000. Oui, là, on n'y est pas. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est ça. Donc, et après, si vous le faites vous-même, c'est possible. Hein, ben, vous prenez le risque de mal faire les choses, d'avoir des redressements, etc. Bon, la question est posée. Donc, et ce que j'entends là, c'est que vous avez un chiffre d'affaires qui est assez bas, si je comprends bien, aujourd'hui encore, sur le… Il est en deçà des montants, Bruno, aujourd'hui. Oui. Non, je dis oui, effectivement, ça dépend des mois. C'est ça le problème de ces métiers-là, c'est que ça dépend des mois pour les chiffres. Oui, il y a des saisonnalités, oui. Effectivement, que c'est mieux peut-être d'attendre parce que je compte développer une partie vidéo, entreprise, etc. Et je pense que je vais devoir patienter avant d'acheter ce véhicule. Je pense que ça ne vaut pas le coup juste pour avoir une réduction au niveau du prix. Ouais. Je pense qu'il faut encore que j'attende. J'ai pas compris, ça ne vaut pas le coup d'avoir une réduction au niveau de… Quand on est en entreprise, je comprends que c'est moins cher au coût d'achat du matériel et des véhicules, etc. Et du coup, je pense qu'il faut que j'attende avant de créer une forme juridique, je pense. Pourquoi vous dites que c'est moins cher? Mais ce que j'ai entendu dire que quand on achetait du matériel avec une entreprise, il n'y avait pas les taxes, non, par rapport à un auto-entrepreneur, non? Moi, je paye les choses. Oui, mais justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas les mêmes taxes. Mais en auto-entrepreneur, vous avez effectivement une imposition forfaitaire, hein, d'accord, après un abattement sur le chiffre d'affaires. Oui. Effectivement, ça vous donne, voilà, vous le connaissez mieux que moi. Vous avez votre chiffre d'affaires, dessus, vous avez un abattement de X%. Sur cette nouvelle base, vous payez vos charges sociales. Et forfaitairement, si c'est le choix, parce que je crois que vous pouvez prendre en réel de tête, hein, aussi sur l'impôt sur le revenu. Donc, vous voyez très bien combien vous payez, ça vous le savez aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai que, donc là, voilà, ça c'est cette réalité. Après, vous devez la comparer effectivement à dire, je reprends le même chiffre d'affaires que j'ai et je suis dans une société, quelles sont les charges que j'ai, comment je déduis mon amortissement, quel résultat j'ai et quel impôt je paye. Mais là, c'est plus la même chose. Attention, alors que vous connaissez bien la différence. Attention, hein. Auto-entrepreneur, vous avez votre chiffre d'affaires, on va prendre, peu importe, de 30 000, vous faites l'abattement. Sur cette nouvelle base, vous calculez ce que j'ai indiqué, charges sociales et impôt sur le revenu. En société, c'est complètement différent. C'est-à-dire que vous avez toujours votre chiffre d'affaires, vous allez enlever vos charges diverses et variées, hein, mais de façon extrêmement précise, y compris, on va dire, votre amortissement. Alors, selon ce sont des plafonds, etc., mais sans rentrer dans les détails, voilà. Puisque là, c'est un véhicule de transport, c'est ça, je crois. Hein. Oui, tout à fait. Et vous allez obtenir une base soumise à l'impôt sur les sociétés.
Et ça, c'est avant rémunération, c'est-à-dire que dans les sommes que vous déduisez, vous devez éventuellement aussi vous payer. C'est-à-dire que soit vous prenez un salaire qui lui-même est soumis à cotisation, et sachant qu'en bas de page, le bénéfice qui sera lui soumis à l'impôt sur les sociétés, hein, c'est deux choses différentes, attention, hein. Dans une société, vous avez le bénéfice que vous soumettez à l'impôt sur les sociétés, d'accord, et vous avez en plus ou pas la rémunération que vous prenez qui, elle, vient en charge en déduction de la base d'impôt sur les sociétés. D'accord. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je vais réfléchir en tout cas. À votre disposition. Merci beaucoup. Alors, j'ai peut-être un dernier point, mais il est 11h30. Vous me dites si ça vous intéresse, à la limite. Je veux dire, je peux ne pas l'aborder, mais en fait, je vous dis juste de ce dont il s'agit. C'est qu'on a régulièrement la question de dirigeants. Alors, c'est pas au tout début, la création initiale, mais qui ont une société. Et puis, tiens, ils veulent nous lancer une nouvelle activité. Voire une deuxième dans un autre cadre, avec une autre personne. Et puis, rapidement, ils disent, mais oula, j'ai 1, 2, 3 sociétés, en plus j'ai une petite SCI. Enfin, voilà, c'est mine de rien assez classique d'avoir 2, 3 sociétés, ça n'a rien d'extraordinaire. Et donc, la question, rapidement, se place de dire, mais comment j'organise juridiquement, financièrement, mon patrimoine professionnel? Voilà. Et donc, ce que je voulais juste vous dire ici, c'est que la holding, vous en avez entendu parler, c'est une façon d'organiser votre gestion patrimoniale professionnelle. C'est une société que vous créez qui, elle aussi, peut être de forme juridique extrêmement variée. On revient sur les questions qu'on a évoquées avant, qui sont, on va dire, globalement assez proches. Ça reste des mêmes sociétés qui peuvent être utilisées. Et par contre, vous rentrez dans une nouvelle logique. Alors, c'est ça que je prends 3 minutes. Il y a peut-être des gens qui vont se déconnecter vu le temps qui passe. Mais alors, déjà, première question, pourquoi on crée une holding? À quoi ça sert? Donc, quels sont les avantages? Donc, le principe, j'ai une société au départ que j'avais. Vous avez votre SARL, votre SAS qui se développe. Puis, à un moment donné, l'idée est de dire, je vais créer une holding. Et donc, créer une holding, ça veut dire que je vais apporter. Alors, c'est un apport qui peut être un apport cession ou pas. C'est une autre question fiscalo-financière, mais vous allez apporter en tout cas les titres que vous possédez à cette société nouvelle, et qui vous permet d'avoir un certain nombre d'avantages. Et j'en ai mis certains ici en particulier, c'est de pouvoir extérioriser une valeur des titres. Alors ça, c'est intéressant parce que souvenez-vous, je dis que vous détenez une société qui a une valeur intrinsèque, qui a une valeur parce que vous l'avez développée, mais sauf que cette valeur n'est écrite nulle part. Et tant que vous ne la cédez pas, je vous l'ai indiqué, cette valeur, vous ne la voyez pas. Le fait de créer une holding vous permet de dire cette société, elle vaut, je l'ai créée avec un capital social de 1 000 €. 3 ans après, elle vaut 100 000 €. Parce que selon différentes métriques, je sais que ça vaut 100 000 €. Vous allez pouvoir apporter ces titres à une valeur de 100 000 € à cette holding. Et donc, vous allez créer finalement un nouveau patrimoine, des fonds propres, des capitaux propres dans cette holding qui vous permettront d'une part de discuter mieux avec les banques, sans imposition, sans fiscalité. Il y a un sursis. En tout cas, il n'y a pas d'imposition au moment de l'apport de ces titres à une holding qui serait constituée. Voilà. Donc, ça vous donne toute une série d'avantages. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun de ces points, mais voilà. Par contre, je vais prendre peut-être 1 ou 2 points, c'est sur l'optimisation fiscale. Donc, il faut parler de fiscalité des dividendes qui est intéressante parce que souvent la question est posée. Il y a le patrimonial, la transmission dans une holding par rapport à des enfants. Donc là aussi, il y a différents régimes qui sont possibles. Alors, je vais peut-être prendre un point. Voilà, je vous rappelle juste que vous soyez en holding ou en société d'ailleurs. J'ai un petit peu évoqué avant. Lorsque vous distribuez des sommes d'argent que vous reprenez de votre société, sauf s'il y a un compte courant qui le tamponne, vous ne pouvez pas retirer de la caisse. L'argent qu'a une société, elle ne vous appartient plus, elle appartient à la société. Donc, pour retirer de l'argent, ça se fait. Alors, soit il y a des prestations qui permettent de facturer quelque chose, évidemment, mais donc là, on peut être sur des logiques de management fees, notamment dans le cas d'une holding, mais aussi, un des moyens de ressortir, c'est la distribution de dividendes, qui, elle, oblige au paiement de ce qu'on appelle une flat tax de 30%, qui couvre une partie des prélèvements sociaux et une partie d'impôt sur le revenu, que je vous détaille ici, et qui était une mesure que je crois que tout le monde connaît aujourd'hui. Et tout à l'heure, je vous expliquais la différence entre SAS et SARL sur ce point.
Un deuxième point, je voulais… Ah oui, d'accord. Et d'ailleurs, sur les SARL, effectivement, j'indique en plus, excusez-moi, que effectivement la différence sur cette fiscalité en distribution d'une personne physique est que les SARL est soumise à cotisation sociale dans la distribution de ses dividendes quand on dépasse 10% du capital, plus les primes d'émission et ce qu'on appelle l'apport à compte courant, qui sont assimilés de ce fait à ces capitaux propres, alors que dans les SAS, on a un régime fiscal qui est plus favorable. Ça, c'est pour une distribution à une personne physique. Dans le cas d'une holding, et c'est là que je voulais en venir rapidement, il y a un régime tout à fait intéressant et qui rend et qui donne l'avantage de ce type de montage, c'est l'application du régime Murphy. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la holding détient au moins 5% des titres dans une autre société depuis au moins 2 ans, elle peut opter pour le régime Murphy, et ce qui évite un frottement fiscal, une double imposition, puisque, souvenez-vous, les bénéfices à l'IS ont déjà été soumis dans la filiale, et pour éviter qu'ils soient resoumis une deuxième fois au niveau de la holding, ils peuvent être en franchise d'imposition de ces dividendes, être remontés directement sur la holding, sauf une quote-part de frais et charges qui est fiscalisée, mais qui est un montant extrêmement bas. Et cette quote-part de 5%, qui est la seule soumise à l'impôt, elle vous permet, en franchise d'impôt, de remonter le dividende dans le cadre du régime Murphy. Voilà, ça, c'est un point que je voulais vous préciser. Et sachant qu'il y a un deuxième enjeu, quand même, qui n'est pas neutre, je crois que j'ai dû le mettre après, voilà, ce qu'on appelle ce qui est l'intégration fiscale. Alors, c'est quoi en résumé? C'est que vous avez 2 sociétés, l'une est bénéficiaire, l'autre est déficitaire, ce qui peut arriver. Notamment si vous avez une holding, par exemple, avec des financements, des charges financières importantes qui rendent structurellement la holding déficitaire, et puis vous dites, effectivement, mince, je paye de l'impôt dans l'exploitation, alors qu'au-dessus, au-dessus, sur la holding, j'ai des résultats négatifs, et donc j'aurais bien aimé pouvoir tamponner, globaliser les deux. Bon. Et donc le régime d'intégration fiscale, c'est justement cette possibilité qui est offerte, en détenant au moins 95% du capital, et puis il y a un certain nombre de conditions quand même qui sont rappelées ici, de venir globaliser et de payer de l'impôt sur le résultat cumulé des différentes sociétés. Voilà, c'est ça. Et donc, vous avez un périmètre d'intégration fiscale qui est défini, que vous devez déclarer au fisc, attention, évidemment, que vous pouvez faire évoluer chaque année, il y a une option qui est prise. Et puis, par contre, vous allez ensuite calculer un impôt global sur vos quelques sociétés, et donc ça peut présenter un vrai intérêt. Voilà, écoutez, il est 37, j'ai à peu près fait le tour. Vous pouvez revenir sur le sujet de Murphy? Oui. Pardon. Et si jamais on pourrait avoir votre présentation, ça sera vraiment… ça nous servira. Oui. Ouais, je n'ai pas vu le slide, en fait. Ah, pardon, lequel de Murphy. Oui, c'est pour qu'on… Oui. Oui, pardon. Je crois que c'est l'intérieur. Ah oui, exactement, celui-là. Donc, il est un peu prématuré de commencer un holding avant d'avoir des entreprises, avant d'avoir créé un peu tout. Il faut le faire absolument une fois. On a déjà une structure pour réunir ou pour combiner, ou de créer un holding d'abord pour commencer à créer en fait la structure d'investissement, si c'est le cas. Oui, c'est ça, effectivement. Surtout, là encore, il y a un coût. Créer une holding tout de suite ne sert strictement à rien. Il faut vraiment effectivement avoir quelque chose qui est déjà en place, c'est ce que vous dites. Alors, parce que pourquoi vous pouvez être amené à avoir plusieurs sociétés? Vous voyez, j'ai eu le cas pas plus tard qu'hier, une cliente qui avait une activité et qui me dit, tiens, David, je vais me lancer dans je vais créer une crèche. Bon, ce qui n'a rien à voir avec sa première activité. Bon, là, je dis, on ne va pas tout mélanger. Vous voyez, il y a une société, il y a un objet social qui est défini dans les statuts. Et donc, on peut dans des sociétés séparées, bon, ça rentre dans les détails, mais la facilité quand même, c'est de dire, j'ai une société, si je veux la céder, c'est beaucoup plus simple qu'elle porte une activité, parce que je peux avoir intérêt à un instant T de revendre une activité que j'ai développée et de conserver une autre. Et si tout est mélangé, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc il est courant, ne serait-ce que pour des raisons de financement, des raisons de gestion, des raisons de fiscalité aussi, des raisons de cession de patrimoine, peut-être d'adosser plusieurs sociétés
une par projet, hein, sous réserve qu'encore une fois, qu'il y ait un volume, qu'il y ait une réalité. Attention, je m'explique, c'est que vous pouvez très bien, madame, avoir une société, avoir une idée nouvelle, tiens, je ferais bien un truc, ça va être vachement sympa. Au départ, vous ne savez pas si ça va prendre. Bon, alors avant de créer une autre société, peut-être, voilà, dans la première, vous commencez un petit peu à voir ce que ça donne, etc. Il n'y a personne qui vous le reprochera. Puis quand vous sentez que l'activité va décoller, il n'est pas trop tard pour créer votre société et la positionner là. Donc là, vous vous retrouvez avec une, deux, peut-être trois sociétés. À côté de ça, vous avez fait un investissement, vous avez créé une SCI. Bon, très bien. Et puis en plus de ça, il y a des sociétés qui ont de l'argent, d'autres qui n'en ont pas. Et donc, vous dites, mince, j'aimerais bien passer de l'argent de la société A à la société B parce qu'on en a besoin. Sauf que, comme je vous l'indiquais, vous ne pouvez pas facilement passer la trésorerie d'un côté ou de l'autre parce qu'il faut l'organiser, il faut que ce soit dans un cadre juridique. Et donc, alors, qui en l'occurrence possible, il y a des conditions là, quand il y a une communauté d'intérêt autour d'un dirigeant, d'avoir des conventions de trésorerie qui permettent du passage de trésorerie. Mais bon, ça reste des flux de trésorerie qui ne sont pas acquis. Alors, c'est ça, je vais essayer d'être clair, c'est que entre sociétés, lorsque vous transférez la trésorerie, bon, déjà, c'est un cadre qui doit être clairement posé, mais c'est de l'argent qui doit être restitué. Il faut qu'il y ait une durée, il faut que ce soit encadré dans le temps. D'accord ? Il ne faut pas dire, j'ai une société qui a 100 000 euros, les 100 000, je les mets dans la société B, puis parce que j'en ai besoin. Non, si vous le faites, c'est un cadre juridique précis, c'est avec une durée, avec un remboursement qui est clairement établi. Donc ça limite. Et donc, du coup, et en réponse à cette contrainte-là, c'est là que vous dites, en fait, j'aimerais bien quand même amener les 100 000 euros dans ma société B, parce que j'ai cet argent qui est disponible. Et donc, là, le montage de type holding est facilitant parce que vos 100 000 euros, vous allez pouvoir, dans le cadre du régime Murphy, remonter avec fiscalité, donc de façon tout à fait légale, remonter cette trésorerie. À ce moment, il aura un paiement des impôts de 30% à peu près. Non, justement, les 30%. Ah, d'accord. C'est ça la différence, c'est que les dividendes que la FI va remonter sur la holding, ils ne seront pas soumis aux 30%. Les 30%, c'est pour une personne physique. D'accord ? Ils seront pas soumis, ils seront en franchise d'impôt parce que vous détenez au moins 5%, c'est ça qu'on appelle le régime Murphy, et seulement il y a une quote-part de 5% du montant des bénéfices, vous savez, qui est indiqué ici, qui vont être soumis à l'impôt. D'accord ? Donc, disons, de cette 100 000 que je vais monter à la holding, à ce moment, je paierai sur les 5%. C'est ça. Donc, vous paierez de l'impôt sur 5 000 euros seulement. Et tout le reste sera remonté. Et en plus, quand vous êtes en intégration fiscale, qui était le point suivant, et c'est encore un autre point, en cas de distribution de dividendes, d'ailleurs, je ne l'ai pas indiqué ici, on n'est pas à 5%, il n'y a que 1% de quote-part de frais qui sont soumis à l'impôt. D'accord. Ça va ? Bon, c'est un peu technique, mais bon, c'est des vrais sujets qui sont à regarder. Excusez-moi, là, c'est des... Pardon, excuse-moi. En ces cas-là, si jamais c'est pas forcément de différentes entreprises, mais plutôt d'investissement en immobilier, parce que vous savez déjà parler un peu dans l'immobilier qu'à ces cas, il faut que ça soit le mieux c'est un SCI. Donc finalement, avec en première propriété, bon, ok, peut-être à titre personnel, mais à partir de la deuxième plus, à ce moment qu'on part sur la deuxième, à ce moment-là, c'est bien d'avoir la holding parce que déjà, pour changement de propriété à niveau d'un investissement de bien immobilier, c'est quand même un achat. Donc, on ne veut pas passer par ça. C'est pour ça que préparer la holding un peu avant, est-ce que ça sert ou pas? Voilà, c'est plutôt sur les cadres de l'investissement immobilier, comme vous savez. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Oui, mais bon, juste bon, pour pas, on peut se parler par ailleurs pour pas trop monopoliser, mais madame, c'est vrai que en fait, sur la SCI, quand même, si vous achetez un bien, de toute façon, si c'est un investissement qui fait, je sais pas, 300, 400, 500 000 euros, normalement, vous n'avez pas la trésorerie, donc il y a un financement qui est mis en place, et ça, c'est une gestion saine. Et donc, la SCI, elle trouve son autonomie financière par le financement du bien immobilier dont vous faites l'acquisition. Vous comprenez ?
Après, se peut se poser la question de l'apport de trésorerie vis-à-vis des banques qui est demandé. Hein, vous savez, on demande 10, 20, 30%. Voilà. Oui. Donc là, il y a une question de cash, mais de toute façon, enfin, vu les taux qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui autofinance des acquisitions immobilières. Ça n'a pas beaucoup de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm, mhm. D'accord. Oui, 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 oui. Ok. Donc, dans ces cas-là, oui, bon, c'est un conseil de le faire, en fait. Ouais. Oui, enfin, oui, oui. Je pense, David, Oui. je pense que tu laisses tes coordonnées. Je pense que Oui. si madame, vous souhaitez prolonger, Voilà. Oui, merci. Alors, il y avait deux, trois questions, j'essaie de les prendre à la volée. Dans une SARL ou SS, les cotisations sociales sont payées sur le CA ou le résultat. Non, bah, c'est ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Hein. Les cotisations sociales, elles sont payées sur les salaires versés. Parce que c'est bien la différence. Hein. Donc là, je pense que quelqu'un qui pose la question, c'est quelqu'un qui est certainement auto-entrepreneur. C'est bien la grosse différence, hein, ou entreprise individuelle. Alors, je réexplique. Hein. Une société, elle a un chiffre d'affaires, elle a des charges dont les rémunérations versées aux salariés, les salaires y compris aussi éventuellement à son dirigeant, s'il est dans un régime salarié, d'accord ? Et tout en bas, il a un résultat, le résultat comptable. Et donc, il y a deux types d'impôts, enfin, ou de charges, de coûts, enfin, on appelle comme on veut, qui sont à payer. Il y a des cotisations sociales qui sont payées sur les salaires, d'accord ? Donc, vous savez, il y a un salaire net et puis il y a des cotisations sociales salariales et patronales. Donc, c'est là-dessus c'est sur cette base-là que les cotisations sociales sont assises. Et puis, par ailleurs, il y a le résultat comptable qui, lui, est soumis à l'impôt sur les sociétés. Hein, c'est vraiment très différent. Ok, c'est À clair. la question, quel statut nécessite de faire appel à un comptable expert comptable? Alors, pour les sociétés, il n'y a pas vraiment de… Comment dire, alors pour les commerçants, vous savez, il y a les centres de gestion agréés là, qui permettent un avantage fiscal. Bon, ça, mais vous connaissez déjà le principe. Auto-entrepreneur, il n'y a aucune obligation. En société, dans l'absolu, il n'y en a pas. Hein. Je veux dire, comment dire, enfin, si les sociétés font appel à un comptable ou un expert comptable, c'est parce qu'elles en ont besoin, surtout. On n'est pas une mission réglementaire. En fait, la mission qui est obligatoire, c'est celle du commissaire aux comptes. D'accord ? Selon comment dire, un certain nombre de seuils, mais bon, ça ne vous concerne pas, il y a obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Donc là, c'est une mission qui est faite pour 6 ans. Nomination par l'assemblée générale et qui est obligatoire. Après, un expert comptable ou un comptable, enfin, d'ailleurs, il n'y a pas de comptable en réalité, excusez-moi, la profession, c'est une profession qui est réglementée. Il n'y a pas de comptable illégal, logiquement, qui intervient. Vous faites forcément appel à un expert comptable, hein, qui est un cabinet qui est inscrit à l'ordre des experts comptables et qui respecte une déontologie, des normes de travail, etc. etc. Hein. Mais la question, avant tout, c'est que c'est parce que vous en avez besoin. Voilà. Avant tout. Ok, j'ai une petite dernière question qui vient de tomber, qui concerne une SAS. Et le dirigeant est-il assimilé? Donc, oui, la réponse est oui. Oui, ok, d'accord. Ouais, clairement. Fiche de paye, oui. Ok, je crois qu'on a fait, un tour exhaustif, hein, si on peut dire, mais il ne sera jamais exhaustif finalement parce qu'il y a tellement de questions, tellement de situations différentes que effectivement c'est une relation qui doit s'établir avec un partenaire expert comptable à un moment donné, donc pour avoir bien évidemment les meilleures indications possibles en mettant effectivement tous les éléments sur la table. Merci David pour tes explications. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet atelier qui est effectivement très dense et très riche et que je vois bien la nécessité de devoir systématiquement reprolonger la discussion sur des thématiques de ce genre et peut-être plus précisément sur des statuts en particulier, mais toujours est-il que il faudra à un moment donné ou à un autre, quand on est créé ou qu'on pense à se créer, bien interroger quand même son entourage, c'est-à-dire les partenaires experts comptables, pour pouvoir ne pas commettre d'impair et être dans les meilleures conditions possibles pour exercer. Merci David. Merci à vous. Merci David, merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.